En votre nom, en celui de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, je souhaite la bienvenue à Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. La bienvenue également au président du Conseil italien, M. Mario Monti, qui nous a rejoints et qui s'exprimera tout à l'heure dans la table ronde de clôture. Nous passons 20 minutes avec vous, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Peu de temps, finalement, après votre prise de fonction, les rencontres vous accueillent en tant que ministre de l'économie pour la première fois. D'abord, un mot, si vous le voulez bien, sur le choix du Cercle des économistes de mettre l'accent sur les capacités de rebond des pays développés, des pays les plus avancés, des clubs des pays OCDE. Le soleil peut-il se lever aussi à l'ouest? C'est la question. Est-ce que vous considérez que c'est du wishful thinking, un vœu pieux, ou est-ce que c'est ce rebond des pays occidentaux de l'Europe? Est-ce que c'est une ambition accessible? Bien, d'abord, je veux remercier le Cercle des économistes de m'accueillir ici à Aix-en-Provence. C'est pour moi un privilège, un honneur et un plaisir d'être là dans ce cercle des optimistes qui ne veulent pas disparaître et qui ont bien raison. Je crois que le thème que vous avez choisi est un thème qui est en effet volontariste, qui met l'accent sur le fait que l'avenir de nos vieux pays, ou supposé tel, n'est pas derrière eux. Et je crois en effet que si on regarde tout de même le poids qu'ils conservent dans l'économie, les capacités qui sont les leurs, les ressources humaines, technologiques, scientifiques, culturelles, politiques qu'ils conservent, il y a au déclinisme un poids de fatalité dont il faut absolument porter la réputation. Il n'y a pas de fatalité au déclin de l'Ouest. Et le soleil peut en effet se lever à l'Ouest. Alors une fois ayant prononcé ces paroles volontaristes qui vont dans le même sens que ce que dit souvent Jean-Hervé Lorenzi, encore faut-il l'étayer. Et regarder ce que sont les vrais défis qui se posent, parce qu'il ne suffit pas de dire voilà, l'avenir est là, encore faut-il dire comment on peut le dessiner. Au fond, il y a plusieurs problèmes qui ont été évoqués par les économistes et par les politiques ces dernières années, qui sont d'importance inégale ou de durée inégale. Premier problème, c'est le rattrapage technologique. Le rattrapage technologique des pays émergents se fait sans aucun doute. Personne ne peut prendre ça à la légère. La question de savoir si ce rattrapage technologique a ou aura une limite est une question qui est tout à fait décisive par rapport à la question que nous nous posons. Je pense, moi, qu'il y a là une limite dès lors que les pays occidentaux, les pays de l'Ouest, sont capables, eux, de continuer à innover, à investir, de développer la science. Il y a là un facteur qui demeure un facteur extrêmement solide de confiance dans notre avenir. Deuxième facteur, c'est le facteur démographique. Et sur ce point-là, observons que dans les pays émergents, alors je raisonne non pas à 6 mois, à 2 ans, mais à 5 ans ou à 10 ans, la transition démographique est aussi en cours et qu'il y a là aussi un facteur qui est un facteur de rattrapage des coûts du travail sur la moyenne période qui fait que nous ne sommes pas non plus dans une fatalité démographique qui nous condamnerait. Et si nous continuons à valoriser ce que sont ces atouts, ma foi, je pense que nous conservons une place tout à fait prépondérante et dans le présent et dans le futur de l'économie mondiale. Reste un troisième problème qui est le problème de la dette. Et je veux dire ici, ça peut peut-être surprendre de la bouche d'un ministre qui est un ministre socialiste. Je pense que la dette est aujourd'hui le vrai problème qui touche nos économies. Je le pense depuis longtemps. C'est le vrai problème parce qu'il atteint tous les acteurs publics et privés. Et de ce point de vue-là, les économistes, je n'en suis pas un, mais je pense aux travaux de Reinhardt et Rogoff, ont montré de manière assez puissante, je ne dirais pas irréfutable, jamais irréfutable, mais en tout cas extrêmement convaincante, que dès lors qu'on était au-delà d'un certain pourcentage de la dette dans le PIB, fixé à 90%, il y avait un poids sur la croissance qui pouvait être de l'ordre de 1% et qui en plus était durable, non pas pour une année, mais pour une dizaine d'années. Et les 90, on les atteint. Alors nous y sommes, ce qui veut dire aussi qu'il y a là, et c'est, je pense, un message pour le gouvernement français,
une espèce d'impératif catégorique, de devoir, d'inverser cette tendance. Ce qui veut dire que le redressement des comptes publics est pour nous inévitable et souhaitable de surcroît. S'endetter davantage, accroître les déficits, être dans le laxisme, non seulement est impossible, mais en plus est absolument négatif par rapport aux perspectives de croissance. Je pense même que la réduction de la dette est un facteur de croissance essentiel, comme d'ailleurs tout ce qui peut contribuer à stabiliser la zone euro. On en reparlera. Mais à partir de quand la courbe peut-elle s'inverser ? À partir de 2014, elle devrait s'inverser dans les engagements que nous prenons. Mais un dernier mot là-dessus, ce que je voulais noter sur la dette, c'est que l'effet négatif de la dette publique, ça c'est à souligner, joue quel que soit le niveau des taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que si vous prenez des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou la zone euro, c'est valable aussi pour la Grande-Bretagne, le poids de la dette est un poids qui handicape en soi. Ça ne veut pas dire que le niveau des taux d'intérêt est un facteur négligeable, mais ce n'est pas le seul qu'on doit considérer. Je pense que le niveau de la dette en soi est un handicap pour une politique de croissance. Et donc, ça signifie que réduire la dette, poursuivre l'innovation, investir dans la science, dans le capital humain, ce sont là les voies pour que le soleil se lève à l'ouest. Monsieur le ministre, vous avez pris votre petit déjeuner, je crois, ce matin avec Mario Monti. Demain, un Eurogroupe se tient. L'élan est retombé depuis les espoirs suscités la semaine dernière par l'accord du Conseil européen. Comment allez-vous faire pour qu'à partir de demain, Eurogroupe, et face aux situations urgentes que vous avez à traiter, est-ce que vous êtes mis d'accord avec M. Monti sur la manière de redonner de la confiance sur les points qui ont été mis en doute ces derniers jours et qui ont fait retomber le soufflet, si je puis dire? Quand on a des entretiens bilatéraux, le minimum de confiance qu'on se doit, c'est de garder le silence sur ce qu'on se dit. Monsieur Monti est un homme discret, je vais l'être aussi. Mais nous sommes entre nous. Néanmoins, on n'est pas tout à fait entre nous. Si j'en juge qui est en face de moi, là, quelques autres... enfin, l'entre-soi est toujours d'ailleurs quelque chose d'assez négatif. Il faut aussi sortir de... Les cercles sont bons, mais il faut les ouvrir et les élargir. Mais je vais revenir un peu en arrière, non pas pour parler des entretiens que nous avons eus avec Mario Monti, où la seule chose que je peux dire, c'est que nos analyses sont très convergentes. Et que les relations entre le président du Conseil français, le président de la République française, le ministre de l'économie et des finances qu'il est aussi, moi-même, sont des relations très confiantes, très volontaires et qui vraiment tirent dans le même sens. Mais désormais meilleur qu'avec Mme Merkel ? Non, alors, prenons les choses par ordre. Je vais d'abord insister, avant de parler des limites ou des doutes, sur ce qu'à mon avis, ce Conseil européen a apporté. Et il est extrêmement important. Il est extrêmement important. Je vais quand même utiliser une formule de Mario Monti. Il me semble qu'il a ouvert une porte qui auparavant était fermée et qu'il nous appartient derrière d'explorer les pistes que cela permet maintenant d'ouvrir. Alors, pourquoi important ? Parce que c'est la première fois, depuis quelques années, il y a eu je ne sais pas combien, 18, 19 conseils européens auparavant, on était dans la réponse de l'urgence à l'urgence. Là, il y a eu une globalité. C'est-à-dire qu'on a embrassé ensemble plusieurs problèmes. Le problème de la croissance, avec le pacte de croissance, le problème de la stabilité financière, qui n'avait jamais été considéré en tant que tel, avec une série de réponses concrètes qui ont été définies, de pistes concrètes qui ont été définies, et enfin, la question de l'intégration. François Hollande aime bien parler d'intégration solidaire, moi aussi. Donc, il y a quand même une feuille de route assez globale. Et c'est dû, pour répondre à votre deuxième question, à une méthode qui est un peu nouvelle, je crois. Il ne faut jamais dire qu'avant c'était l'ombre et que maintenant c'est la lumière, je ne le crois pas. Mais pendant ces dernières années, on avait l'impression que c'est vrai, il y avait une espèce d'exclusivité dans la relation franco-allemande qui pouvait laisser penser à d'autres que celle-ci était un directoire. Je veux dire ici, en ce jour où François Hollande et Angela Merkel se rencontrent à Reims pour ouvrir la voie vers un nouveau traité. Vous savez que le traité de l'Élysée a été signé le 22 janvier 1963. Pourquoi pas un nouveau traité, nous verrons où, le 22 janvier 2013, 50 ans après. Que cette amitié franco-allemande, elle reste fondamentale. Et par rapport à ce que j'ai pu lire ici ou là, dans la bouche parfois d'interlocuteurs mal intentionnés, il est stupide, je pèse mes mots, stupide de laisser entendre que nous serions, nous, en train de dégrader la qualité de la relation franco-allemande.
Je peux dire que le travail que je mène à mon niveau, comme ministre de l'économie et des finances, avec Wolfgang Schäuble, est un travail constructif et qui, je crois, a été utile avec nos amis italiens et espagnols pour préparer le Conseil européen. Il en va de même dans la relation entre Angela Merkel et François Hollande. J'ai vu que François Hollande disait qu'elle était solide et pas trouble. Chaque fois qu'il me relate les entretiens entre eux, je ne veux pas non plus dire exactement ce qu'ils ont dit, mais c'est toujours sur une impression positive. Il a affaire à quelqu'un qui pose des questions, qui analyse et qui après fournit ses solutions. Et il est fabriqué sur le même moule, au fond, où vraiment ils sont de la même eau de ce point de vue-là. Et cette entente, elle est bonne. Et si elle était mauvaise, rien n'est possible. Donc, on m'interrogeait dehors, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose face à l'Allemagne? Évidemment pas. Nous sommes en train de construire l'Europe avec l'Allemagne, comme toujours. Mais le changement de méthode, c'est qu'on ne le fait pas seul. C'est-à-dire qu'on le fait avec nos amis italiens et espagnols. Non pas parce qu'ils sont en difficulté, mais parce que ce sont d'autres grands pays de la zone euro. On le fait avec les autres pays. On le fait avec les institutions européennes qu'il faut respecter. Moi, je respecte la Commission européenne. Michel Barnier est là depuis longtemps. Il en va de même du président du Conseil européen, du président de l'Eurogroupe. Et rien n'est possible si on n'a pas aussi un concours intelligent, actif, attentif de la Banque centrale européenne. C'est ce travail commun qui a été fait pour ce Conseil européen et c'est pour ça qu'à mon avis, il est potentiellement fondateur. Cela dit, ce qu'on attend de nous, et c'est normal, c'est qu'on traduise en actes les décisions qui ont été prises. Et c'est ce que nous allons commencer à faire maintenant, et j'espère dès demain, je crois, dès demain, lors de l'Eurogroupe. Il y en aura un autre, d'ailleurs, au mois de juillet, 9 et 20 juillet. Il faut travailler vite sur la supervision bancaire. M. Schäuble vient de dire sur la supervision bancaire que ce ne serait probablement pas possible d'ici à la fin de l'année. Il faut aller vite. Je ne vais pas ici, c'est normal qu'il y ait des discussions, des positions. Moi je dis qu'il faut aller vite, parce qu'il faut aller vite aussi sur la recapitalisation directe des banques espagnoles. Je crois que c'est attendu. On a relativement peu de temps. Pour l'instant, je saute la troisième question et je passe à la quatrième. Le message des économistes, des acteurs qui sont réunis ici, c'est qu'il faut un choc de compétitivité. Et on l'entend, y compris à gauche, c'est un peu nouveau, baisser les charges sociales pour trouver d'autres financements, par exemple sur les allocations, les charges familiales qu'on pourrait basculer sur la CSG. C'est une idée qu'on a beaucoup entendue. Quel est votre point de vue sur ce choc de compétitivité qui passe par une baisse des charges des entreprises et qui semble faire l'unanimité ici? Alors, si je regarde la situation française, celle que nous trouvons, je ne vais pas utiliser la rhétorique de l'héritage, elle a déjà servi, parce qu'on a toujours comme ça tendance à dire qu'on va être suivi par des incapables et qu'on est précédé par des incompétents. C'est jamais tout à fait le cas. Ça peut arriver, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, de manière objective, un certain nombre d'institutions, la Commission européenne, l'Inspection générale des finances au plan français, la Cour des comptes tout récemment, ont porté un certain nombre de diagnostics sur l'économie française. Je pars de ça, avec un triple déficit. Le premier déficit, c'est un déficit de croissance, un déficit d'emploi, un déficit d'activité. Nous sommes en deçà de notre croissance potentielle. Ce qui veut dire, en effet, que nous avons un problème de compétitivité. Personne ne peut le nier. Et les chiffres de notre commerce extérieur sont à cet égard accablants. Donc il faut répondre à ça. Il y a un deuxième déficit qui est le déficit de crédibilité. Et la crise n'explique pas tout, puisque nous avons la même monnaie que d'autres pays comme l'Allemagne, nous avons la même crise que d'autres pays comme l'Allemagne, et nous avons une situation de finances publiques qui est tout de même, non pas préoccupante, mais qu'il faut prendre en compte maintenant, tout de suite. Et c'est pour ça que nous commençons par le redressement des comptes publics. Nous avons des engagements. Nous avons dit 4,5% en 2012, nous avons dit 3% en 2013, nous avons dit retour à l'équilibre en 2017. Nous le ferons. Et il fallait prendre des mesures urgentes. C'est celles que nous avons présentées avec le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, la semaine dernière, adoptées par le Conseil des ministres, présentées devant les commissions des finances de nos deux assemblées. Nous voulons que la France soit exemplaire, que la France soit crédible et que la France soit favorable à la solidarité. Ça, c'est fondamental. Et puis le troisième déficit, c'est un déficit de confiance qui est lié à un certain sentiment d'instabilité, le fait qu'on a parfois confondu les objectifs, qu'on les a remis en question. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, à notre sens, possible. Et si je dis ça, c'est parce qu'il faut comprendre dans quel ordre nous pouvons prendre les problèmes.
Au fond, dans ce quinquennat, c'est ce que dit François Hollande, notre président de la République, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, il y aura deux phases. Une phase qui est une phase de redressement, une phase qui est une phase plus expansionniste et redistributrice. Et il faut commencer par les comptes publics. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons dans une approche que nous voulons équilibrer, alors équilibrée dans le temps, mais avec un certain rythme, équilibrée entre les différents types d'acteurs, publics et privés, équilibrée au sein des acteurs publics. Il faut des priorités, et la première priorité du gouvernement français, elle est en ligne avec ce que je disais sur le capital humain, c'est l'éducation, et ce sera l'investissement, et ce sera la recherche, et ce sera l'enseignement supérieur, parce que c'est fondamental, elle est dans ce sens-là. Et puis enfin, elle doit être équilibrée, quand on regarde les finances publiques, entre les recettes et les dépenses. Nous aurons évidemment une action sur la compétitivité. Dès l'automne, il faudra agir par exemple en faveur des PME-PMI, notamment par l'arme fiscale, revoir le financement de l'économie. Nous créerons une banque publique d'investissement qui mettra en synergie les différents outils qui existent, OSEO, CDC, entreprises, le Fonds stratégique industriel, pour mener une politique industrielle, et nous en avons besoin, notamment dans un certain nombre de secteurs. Nous aurons une politique qui dopera, musclera, soutiendra, par exemple, des mécanismes comme le crédit impôt recherche. J'ai parlé il y a un instant de l'éducation. Alors reste la question que vous avez mise, si j'ai bien compris, au cœur de vos travaux. Allez, la CSG sociale. Alors, comme ça. je vais vous dire les choses Déjà, normalement. exactement, à la fois comme elles sont et comme je les pense. Comme elles sont. Nous avons beaucoup d'économistes qui sont ici, je ne vais pas les trahir, ont travaillé avec nous pendant la campagne. Pas tous, mais un certain nombre. Maintenant, ils travaillent tous avec tous, c'est normal, mais parce que nous sommes le gouvernement. Mais avant, il y en a un certain nombre. Et le sujet du choc d'offres, comme on dit, n'a pas été un tabou dans nos débats. On en a parlé avec François Hollande à plusieurs reprises. Il y a des choix que nous n'avons pas faits, compte tenu du cycle que j'évoquais. Par exemple, nous refusons l'idée que l'augmentation de la TVA serait la bonne solution. Ça ne l'est pas, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. À notre point de vue, ça atteint la consommation et ça a créé des effets d'injustice dans une économie où le pouvoir d'achat est atteint qui ne sont pas supportables. Il n'est pas prévu non plus d'augmentation de la CSG. Alors, ce que je vais vous suggérer, c'est d'attendre demain et les semaines qui viennent. Non mais ce n'est pas une plaisanterie, parce que nous lançons un processus qui s'appelle la conférence sociale, qui n'est pas une grand-messe qui se tient en 2 jours, qui sera ouverte par le président de la République, conclue par le Premier ministre, animée par un certain nombre de ministres. Moi-même, je vais travailler sur certains sujets, salaire, compétitivité, et l'idée, c'est de lancer un certain nombre de chantiers, dont le chantier de la compétitivité, dont le chantier du financement de la protection sociale. Et si à la fin, nous sommes capables de parvenir à des solutions consensuelles qui, justement, montrent que telle est la voie pour un meilleur financement de la protection sociale et ou pour certaines relances de la compétitivité, nous le ferons. Mais cette démarche me paraît être la bonne, plutôt qu'une démarche qui préjuge de tel ou tel point. Et de ce point de vue-là, les travaux que vous avez faits nous seront certainement utiles. Merci beaucoup, Monsieur Moscovici. Merci. Monsieur le ministre.